Durant ce petit quart d'heure d'explication, je vais vraiment essayer de décortiquer avec vous les intentions du cinéaste russe Viktor Kossakovsky, et j'aborderai également les techniques de captation qui ont été employées ici pour la réalisation de ce film. Alors tout d'abord, qui est Viktor Kossakovsky? Alors c'est un cinéaste russe qui est né en 1961, comme ça vous le savez. Il a débuté sa carrière en tant que documentariste en 1994 et il faut savoir que sur la plupart de ses longs métrages, il occupe plusieurs postes. Donc il est réalisateur, scénariste, chef opérateur et également monteur, comme ça a été le cas ici pour son 11e documentaire, Aquarella. Et je pense que vous l'avez remarqué, c'est quand même un véritable esthète. C'est un documentariste vraiment inventif et il aborde souvent dans ses longs métrages le récit d'apprentissage et également de voyage, comme ici. Et ça nous questionne vraiment dès les premières minutes. Sachez qu'en 2013, il posait déjà son regard et signait une véritable ode à la nature avec Vivan las Antipodas. Et ici, durant cette heure et demie, il va pousser encore plus loin son obsession du beau et du voyage. Et il va choisir des 4 éléments, celui de l'eau pour nous en démontrer vraiment tous les pouvoirs. Et son envie de faire le tour du monde n'a pas faibli. Vous l'avez certainement remarqué, c'est un projet extrêmement ambitieux qu'il a réussi à mener aux 4 coins du monde. Il est allé tourner dans les eaux glacées du lac Baïkal, en Sibérie. Il a également été tourné au Groenland, et il est même passé par Miami, vous l'avez vu lors du passage début septembre 2007 de l'ouragan Irma. Et scène finale assez impressionnante, filmée au Venezuela, donc aux chutes d'Angel Falls qui font près de 1000 mètres, qui font 979 mètres exactement. Alors donc cette thématique, vous l'avez compris, donc c'est bien sûr l'eau, c'est vraiment le personnage principal du film. On va peut-être pas pousser ça jusqu'à l'anthropomorphisme, hein, mais moi j'avais pas fait l'impression que ces blocs de glace c'était un peu des êtres humains qui se formaient, qui se déformaient, qui faisaient leur vie. Donc vous le savez, les fameuses molécules d'H2O qui constituent l'eau peuvent se présenter sous différents états, donc liquide, solide, gazeux. Et ici, j'ai vraiment l'impression que le réalisateur nous a montré toutes ces facettes, un peu comme si elles avaient des états, comme si l'eau avait des états affectifs différents. Et d'ailleurs, j'avais lu dans une interview de Viktor Kossakovsky, il explique: quand un réalisateur de fiction cherche un acteur, il espère trouver un comédien aux multiples facettes, et qui pourra jouer différentes émotions. Et du coup, je me suis dit, mais quel serait le sujet idéal pour moi, en tant que documentariste, avec un acteur qui pourrait jouer toutes les émotions, comme par exemple Meryl Streep. Et donc, il s'est dit, tiens, l'eau, c'est vraiment l'idéal, parce que la mer peut être calme à un moment, et puis devenir meurtrière l'instant d'après, comme on l'a vu. Du coup, à travers le prisme de l'eau, on peut vraiment expérimenter toutes les émotions humaines. Donc, comme je vous le disais, l'eau est un vrai personnage, et c'est aussi un personnage finalement auquel l'homme va faire face. Vous l'avez bien vu, il fait l'expérience de la vie, de la mort. Par exemple, avec cette séquence d'introduction assez tragique, des voitures qui passent et qui se font surprendre. Donc, il a vraiment essayé de capter cette tension entre vie et mort que peut amener l'eau. Et vous l'avez vu, il n'y a pas vraiment de trame narrative. En tout cas, il y a les 20 premières minutes qui sont réalisées avec un début, une fin, avec une sorte de crescendo. Et en fait, il avoue que c'est une astuce de sa part. Il a fait 20 minutes avec une trame narrative assez standard pour pouvoir capter l'attention des spectateurs. Puis ensuite, il s'est permis de totalement détruire le récit, on va dire ça comme ça. Il change brusquement de rythme. Et parfois, c'était même presque de l'abstraction. Il y avait des images qui étaient sorties de leur contexte. On ne savait pas dire si c'était de l'eau, si c'était du sable, si c'était du pétrole. C'était assez incroyable. Donc voilà, c'est une trame narrative assez minimaliste, mais finalement on profite d'une beauté incroyable, d'une pictorialité dingue. Et tout ça n'aurait pas été réalisable sans finalement les techniques de captation qui sont possibles aujourd'hui. Donc comme vous l'avez dit, normalement le standard de cinéma c'est 24 images par seconde, et ici ça n'a pas été filmé en 24 ni en 48 mais bien en 96 images par seconde, donc c'est vraiment une très grande fréquence. Donc c'est ce qu'on appelle le procédé HFR, donc High Rate Frame ou cadence élevée. Et c'est 2 fois plus rapide par exemple que le Hobbit de Peter Jackson, si jamais vous voulez comparer. Et d'ailleurs, les projecteurs ne sont pas encore équipés de cette cadence, du coup, on vous approche le film en 48 images par seconde. Voilà, comme ça, vous savez.
Du coup, ces 96 images par seconde, qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien, ça entraîne une fluidité assez incroyable, un réalisme dingue, tous les détails de l'eau, ces gouttes là, sur certains plans, ces vagues. Donc voilà, c'est vraiment, ça apporte une précision dans l'image. Parfois, cette technique est un peu reprochée en fiction parce qu'on se dit « Ah, mais l'image est trop réaliste, on perd la magie du cinéma ». Mais j'ai l'impression que pour ce genre d'œuvre, ça nous immerge vraiment à l'intérieur de l'image. Du coup, j'avais aussi envie de parler ici de ce qu'on appelle le cinéma de la matière, ou alors en tout cas le cinéma haptique. Donc haptique, c'est la science du toucher. Dans le sens où, normalement, quand on regarde un film, c'est optique et acoustique. Donc on voit une image, on entend des sons, et souvent les images et les sons, ça a une valeur informative. Le spectateur va décoder, comprendre la trame narrative. Alors qu'ici, c'était presque de la science du toucher. Il y avait certains plans où on avait l'impression qu'il y avait des textures. Donc voilà, le cinéma haptique, c'est ça, c'est vraiment proposer des images, parfois abstraites, qui nous permettent de se rendre compte d'une texture, d'une couleur, d'un mouvement, d'une énergie, d'une température même. Je ne sais pas si vous, à certains moments, vous avez eu l'impression d'avoir froid ou d'être mouillé. En tout cas, moi, je me suis vraiment prise dans le film. Donc voilà, le réalisateur remet un peu en question l'école conventionnelle du cinéma, mais au final, pour nous proposer une expérience vraiment incroyable. Et pour nous aider dans l'immersion et contribuer à la trame dramatique, le réalisateur a fait appel au groupe Apocalyptica. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un groupe finlandais de heavy metal. Donc voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je trouvais que ça rapportait quand même une certaine tension dramatique à certains moments. J'arrive déjà à la conclusion. Donc j'espère que ça vous a apporté quelques informations supplémentaires pour décoder le film.